Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue à l'émission Horizon Ressources Naturelles. Dans quelques jours, ça sera la grande conférence des partis sur le climat, la COP 21. Et comme vous le savez, cette conférence doit aboutir à la mise en place d'un accord qui sera ambitieux et contraignant. Il faut absolument réduire ou limiter la température de la Terre à 2 degrés Celsius et aussi faire en sorte que tous les pays qui vont prendre des engagements, qui vont avoir des objectifs, soient respectueux de leurs objectifs. Et déjà, c'est une grande première pour cette grande conférence qui va bien sûr se tenir dans le climat que vous connaissez. On parle aussi des problèmes d'insécurité et c'est en France dans quelques jours. Nous allons aussi soulever la question de savoir que la RDC qui va aller participer à cette conférence, la RDC qui détient le 2e massif forestier du monde, quel message la RDC va apporter et qu'est-ce que la RDC va gagner en participant à cette conférence. Nous en parlons dans cette émission. Les invités, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, bonjour. C'est Jean-Michel Dumont, bonsoir. Bonsoir. Oui. Il n'est pas seul, nous avons Vincent Kassoulou, secrétaire général au ministère de l'Environnement, la conservation de la nature et développement durable. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons monsieur l'ambassadeur de France en RDC, monsieur Alain Remy. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Nous allons parler de cette question. Nous commençons par la première question, savoir la conférence ou la COP 21, la conférence des partis sur le climat. C'est déjà dans quelques jours. Nous avons suivi à la télé, tout le monde était dans l'horreur en France. Est-ce que vraiment les dispositions sont prises pour que ceux qui vont y aller y aillent en vie et retournent chez eux en vie, monsieur l'ambassadeur? Monsieur, vous vous doutez bien que je ne peux pas vous dire non. Je ne peux que vous répondre oui. La France a été touchée par un drame horrible vendredi dernier, il y a tout juste une semaine, presque une semaine à quelques heures près. Mais naturellement, vous avez vu la réaction très rapide des autorités françaises, réaction sécuritaire, mais également réaction nationale, réaction d'union nationale. Et ne pas maintenir ce projet de conférence aurait été donner raison aux terroristes, donc il est évident qu'il fallait maintenir cette conférence, mais en même temps en prenant toutes les mesures possibles pour renforcer la sécurité. Vous vous doutez bien que organiser une conférence de 40 à 45 000 personnes sur le site du Bourget était de toute façon une opération inédite, un défi énorme qui a été relevé déjà il y a depuis plusieurs mois où des centaines de personnes travaillent sur l'organisation pratique de cette conférence avec des compagnies privées, les services de l'État naturellement en première ligne et parmi les services de l'État ceux qui sont chargés de la sécurité. Nous avons donc pris depuis la semaine dernière toutes les mesures additionnelles possibles pour que tous les invités, nous avons 198 pays invités et nous avons déjà la certitude qu'entre 115 et 120 chefs d'État et de gouvernement seront présents eux-mêmes personnellement à cette conférence le 30 novembre, qui est le jour pour les chefs d'État et de gouvernement. Et naturellement, il était difficile d'imaginer, de prévoir de faire venir tous ces chefs d'État et de gouvernement s'il n'y avait pas des moyens qui permettaient de les faire arriver en vie, de les faire repartir en vie. Ok, merci. Je crois que tout est rassuré. Alors, la COP 21, on dit il faut arriver à mettre en place un accord ambitieux et contraignant. Comment ça va se faire? Quel mécanisme? Parce que déjà, différentes conférences tenues avec autant d'ambition, mais on n'aboutit pas à la mise en place concrète ou à la réalisation concrète des objectifs fixés. Je crois d'abord qu'il y a une prise de conscience dans le monde, aussi bien dans l'opinion que parmi les dirigeants, de la nécessité d'arriver à un accord qui comporte effectivement des engagements contraignants. L'urgence est là, tout le démontre. Les catastrophes naturelles, même si elles ne sont pas dues au changement climatique, prouvent à l'évidence qu'il y a un phénomène à l'œuvre et qu'il faut combattre, sinon c'est dangereux. Alors il y a des mécanismes sur lesquels nous n'allons pas revenir dans le cadre des Nations Unies. Donc sur la bonne foi? Non, c'est plus que la bonne foi. Je pense d'abord qu'il faut compter, et mon ami Alain Remy reviendra dessus, sur l'engagement personnel de la France et de ses dirigeants pour aboutir à un accord. Je crois qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus qu'avant les conditions pour réussir. Alors réussir, ça ne sera pas la panacée, c'est-à-dire qu'on ne va pas régler tous les problèmes du monde en une journée.
on va tout simplement faire un premier pas qui sera très important pour permettre d'affronter les problèmes. Ouais. Alors, c'est clair que la plupart des pays ont déjà fourni leur contribution nationale dans laquelle ils formulent les engagements qu'ils prennent en matière de réduction des gaz à effet de serre. Ouais. Vous savez, plus de 90% aujourd'hui des pays qui ont fourni ces documents, et ils montrent que si on s'y tient là, on est sur une tendance d'augmentation de la température moyenne du globe de 2,7 degrés. Alors 2,7 degrés, ça ne vous paraît pas considérable, mais en fait c'est énorme parce que la température moyenne du globe c'est 13 degrés, donc ça fait 20% d'augmentation. Et avec des effets qui seront d'autant plus forts sur certaines régions. On le sait, l'Afrique est particulièrement vulnérable, et en particulier la République démocratique du Congo est très vulnérable. Ça fait partie, on commence à le savoir, des 10 pays les plus vulnérables au monde. Nous reviendrons sur une question de détail parce que vous avez toujours dit ça, les gens commencent à avoir peur en RDC, compter parmi les 10 pays les plus menacés. Bon, mais monsieur le secrétaire général, lorsque vous entendez ça, que la RDC est comptée parmi les 10 pays les plus vulnérables, en même temps que vous détenez le deuxième massif forestier du monde, et qu'avec toute la configuration hydrographique de la RDC, vous allez participer à cette conférence. D'abord, quel message vous allez apporter? Et aussi, qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre de votre participation à cette conférence, la COP21? Il faudrait d'abord retenir une chose. On ne parle pas d'une Coupe du Monde où il y aura un vainqueur et deux vaincus. Non, il s'agit de discuter d'un accord au niveau international, un accord qui oblige les uns et les autres de faire des efforts de réduction de leurs émissions de gaz et de le ramener à une situation qui est prévue dans la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, c'est-à-dire l'année 1990. L'année 1990, c'est l'année idéale où la température sur la Terre était normale. Dépasser cette année 1990, aller à 2010, on a constaté que la Terre a commencé à prendre plus de température. Oui. Il faut considérer la Terre comme un corps humain. Donc le degré normal, pour les uns ils disent c'est 2 degrés Celsius, mais pour les pays en développement comme la RDC, nous disons que la température doit revenir jusqu'à 1,5 degrés Celsius. Actuellement, on peut dire que le corps qui est la Terre a une température qui oscille au niveau de 3 degrés pour cent. Ouais. Donc on demande aux uns aux autres de faire des efforts. Les efforts c'est quoi? Ce sont les médicaments qu'on doit prescrire à la planète Terre pour réduire cette température à 1,5 degrés Celsius ou bien à 2 degrés Celsius. Ça sont des discussions. Monsieur le secrétaire général, ceux qui ont beaucoup produit, qui se sont déjà améliorés, qui se sont développés, aujourd'hui peuvent se dire, écoutez, nous nous arrêtons parce qu'on peut aller à la baisse de certaines productions, on peut fermer certaines usines. La RDC qui n'a pas encore commencé à dire que nous allons faire diminuer jusqu'à 1,5 dans notre pauvreté, on ne trouve pas qu'il y a un paradoxe? Non, ce n'est pas nous, ce n'est pas nous. Donc il faut situer d'abord les responsabilités au niveau mondial. Il y a ceux qui ont commencé à polluer depuis l'ère pré-industrielle. Et il y a 32 pays qui sont reconnus dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et ces 32 pays, la plupart sont des pays développés. C'est à ce pays-là que nous demandons de faire des efforts d'abord, parce que c'est eux qui sont responsables de la situation actuelle au niveau de la planète. Nous demandons que si eux, ils faisaient des efforts, ils prenaient le leadership de réduire ces émissions de gaz à effet de serre et de les ramener au niveau de 2 degrés Celsius ou de 1,5 degrés Celsius, nous les autres, qui venons de prendre des engagements, pour cette 3e période d'engagement, nous pouvons aussi faire les mêmes efforts. Donc il faudrait situer cet effort de réduction à 3 étapes. Il y a la première étape qui est comprise dans le cadre du protocole de Kyoto, qui commence de 2008 à 2012. On appelle la première période d'engagement. Il y a des pays développés qui avaient pris des engagements, mais qui ne l'ont pas respecté. Il y a maintenant la 2e période d'engagement, qui a commencé de 2013 jusqu'en 2013. Là aussi, quoique il y a des engagements qui ont été pris, la plupart des pays n'ont pas encore ratifié les amendements des Doha sur le protocole de Kyoto. L'accord pour lequel nous sommes en train de discuter pour le moment entrera en vigueur entre 2020
et 2030. Il sera appliqué à cette période. Donc il faut déjà prendre des dispositions pour prévenir ce qui pourra arriver un peu plus tard. Donc prendre des engagements déjà pour 2020 à 2030. À ce qui concerne la première période d'engagement, nous, les pays en développement, nous n'étions pas concernés. La deuxième période d'engagement, même. Mais pour la troisième période d'engagement, les pays développés disent aussi qu'il y a, parmi nous, les pays en développement, il y a des pays riches qui peuvent faire aussi le même effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour qu'ensemble, nous puissions sauver la planète. Qu'est-ce que la RDC va gagner? Il va gagner il faudrait qu'on puisse aboutir, pousser les gens à arriver à un accord fort, contraignant et ambitieux. Dans cet accord, il y a des questions de financement qu'on pourra peut-être développer tout à l'heure, sur lesquelles la RDC a des attentes au travers du mécanisme financier qui a été mis en place, qui est le Fonds vert climat. Voilà, très bien, parce que là, monsieur l'ambassadeur, Jean-Michel Dumont, nous arrivons, c'est un point clé, des milliards circulent, on parle des dollars verts, et puis la RDC, on ne sent pas vraiment que le pays est disposé à y toucher, parce que bien que détenant le massif forestier important, on dit aussi que la RDC pollue. Comment on peut chercher l'argent alors qu'on pollue? On est donc avec un massif forestier qui fait autour de 150 millions d'hectares, mais qui se détériore à grande vitesse. Alors, on parle de chiffres, nous on considère que c'est autour de 0,37% par an. Si vous regardez, ça fait des superficies qui sont quand même considérables. Et vous avez, vous le savez, un lien direct entre l'existence d'un couvert forestier et les précipitations. S'il n'y a plus d'arbres, il pleut moins. C'est 70% des pluies qui disparaissent. Et en plus, c'est des pluies qui sont plus violentes, avec en plus, quand vous enlevez le couvert végétal, plus d'inondations, l'eau qui est moins retenue, plus de sécheresse. Et donc, évidemment, c'est la sécurité alimentaire, c'est la façon dont les paysans peuvent planter qui est en cause. Et c'est ça qui est le problème. Alors, nous sommes tout à fait conscients, et la position de l'Union européenne, qui représente celle harmonisée de l'ensemble des États membres, reconnaît qu'il y a une responsabilité, alors on va employer les termes du jargon, partagée mais différenciée. C'est-à-dire qu'elle est commune, puisque les conséquences seront les mêmes, oui, je dirais même plus graves pour les pays en voie de développement, mais elle est en même temps différenciée en fonction des responsabilités placées et des capacités. Alors pour ça, il faut effectivement atténuer d'un côté, adapter de l'autre. La position des pays en voie de développement est très claire sur le sujet, et l'Union européenne partage cette idée qu'il faut effectivement un équilibre entre ce qu'on appelle les efforts pour atténuer les émissions à gaz à effet de serre et s'adapter pour permettre justement de faire face à la nouvelle situation. Voilà. Et donc il faut de l'argent. La promesse, c'est 100 milliards de dollars par an. Aujourd'hui, d'après le calcul de l'OCDE, on est autour de 83 milliards de dollars. Il y a un fonds vert qui est déjà alimenté passablement, et les pays membres de l'Union européenne, je pense que la France reviendra sur le sujet, mais ont été parmi les premiers à alimenter. Alors une question, c'est que la RDC, effectivement, comparée à d'autres pays, a plus de difficultés à faire admettre ces projets parce que il faut également que les projets soient techniquement, financièrement bien ficelés, bien préparés pour pouvoir être éligibles au financement. Il n'y a pas une enveloppe pour la RDC, il n'y a pas une enveloppe pour l'Indonésie, pour le Brésil, il y a une enveloppe globale. Et un projet est bon, bien adapté, il est admis, il n'est pas bon. Bancable. Il est bancable, comme vous le dites, pour utiliser ce terme. Et donc l'idée, c'est, à travers le fonds vert, de réserver à peu près au maximum 10% du financement, avec une enveloppe maximale de 1 500 000 $, mais c'est quand même pas mal pour permettre au fonds vert justement de préparer les projets et de faire en sorte que les RDC puissent présenter des projets, comme vous le dites, bancables. Voilà. Et j'ai vu le secrétaire général, vous avez voulu? Oui, je voulais intervenir sur ce point de la RDC en tant que pays émetteur de gaz à effet de serre. Oui. Et nous nous basons pour cela sur nos communications nationales sur les changements climatiques. Jusqu'à ce jour, nous avons déjà présenté 3 communications nationales auprès de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. Dans la première communication nationale, au regard des études faites, nous avons démontré que nous étions un puits. Donc nous étions en train de puits de carbone.
La deuxième communication, la même chose. Mais dans la troisième communication, nous avons constaté que nous étions un pays émetteur. D'où provient cette émission? Il y a un prélèvement massif de bois de feu. Chaque année, sur notre territoire national, nous prélevons au moins 350 000 hectares de forêt. Regarde sur 10 ans, c'est combien? C'est 3 500 000 hectares de forêt qui ont été prélevés. Et dès là, notre communication nationale nous a démontré réellement que la RDC est devenue une source d'émissions de gaz à effet de serre. Et là aussi, en tant que pays source, nous devons faire une attention, particulièrement à l'est du pays, avec l'avancée du désert de Kalahari. Nous avons constaté qu'au niveau de la province du Katanga, il y a une diminution de la période de la saison de pluie. Au départ, c'était 6 mois de saison de pluie, 6 mois de saison sèche. Aujourd'hui, au niveau de la province du Katanga, on a presque 8 mois de saison sèche et 3 à 4 mois de saison de pluie. Là, ça pose un problème et il faudrait qu'on puisse bien réfléchir. Au niveau du ministère, nous sommes en train de voir comment mettre au niveau de la province du Katanga un système d'alerte précoce qui nous permettra, un observatoire qui nous permettra de suivre l'évolution climatique au niveau de... Au nord, il ne faut pas oublier qu'il y a l'avancée du désert. Il y a du désert. Mais actuellement, le désert, entre la République centrafricaine et la RDC, il n'y a que 80 km de désert qui nous séparent. Là, vous voyez pourquoi des pays comme le Tchad, certains pays de l'Afrique de l'Ouest sont en train de penser à la muraille verte. Donc nous aussi, pour arrêter le désert qui avance vers la République centrafricaine, il faudrait songer qu'on entame déjà des actions de grandes plantations. Et dans tout ça, ce sont les projets que vous êtes en train de faire pour aller chercher que vous soyez financé ou qu'il y ait des financements bancables dans ces genres de projets? À ce qui concerne le point de financement bancable, nous avons au niveau du ministère de l'Environnement une cellule qu'on a mis en place, c'est la cellule du Fonds vert climat, avec un professeur et un économiste bien réputé qui suit toutes ces questions. Dans un premier temps, on vient de monter des programmes dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine de prélèvement massif de bois. Et nous avons déjà soumis au Fonds vert climat l'idée de projet d'un programme pour 200 millions de dollars. Je pense que dès notre retour de Paris, je pense qu'il y aura des avancées suffisantes à ce que nous puissions obtenir cette somme dans un premier temps. Vous avez évoqué les questions donc, de contrôle et de révision. Donc je pense que ce qui est important, c'est de bien resituer l'objectif à terme, même si ce qui a déjà été engrangé en termes d'engagements nationaux conduit à 2,7 degrés, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut quand même rester dans l'objectif de 2 degrés. Ensuite, vous avez évoqué les questions donc, de révision. Effectivement, il faut pouvoir réviser périodiquement, tous les 5 ans, et puis il faut vérifier, parce que les pays s'engagent dans un document, mais il faut bien quand même vérifier au bout de quelques temps si les engagements qui ont été pris correspondent effectivement à la réalité. Et donc, ce qu'il faut, c'est que ce soit comparable et qu'il y ait des mécaniques harmonisées qui permettent de voir que l'engagement de tel pays et de tel pays et autre pays est comparable. Alors, les systèmes de statistiques ne sont pas les mêmes, ils sont plus ou moins performants suivant les nations, et donc là aussi, ce qu'il faut, c'est un système qui soit à la fois harmonisé tout en tenant compte des capacités différenciées des uns et des autres. Ok, je voudrais bien que vous puissiez aussi faire le détail, parce que vous avez, le secrétaire général en a parlé par rapport à la situation de la RDC, comme dans d'autres pays au monde, mais l'évaluation de chaque pays, comment on peut faire confiance si on n'a pas matériel approprié pour qu'on puisse vraiment vérifier, essayer un peu d'évaluer les niveaux de la dégradation de l'environnement. C'est des grandes questions. Non, c'est une question absolument fondamentale. Et donc, ce qu'il faut rechercher, c'est un système donc, où les statistiques, les données qui sont fournies par chacun des pays correspondent à des catégories qui soient vérifiables. C'est-à-dire que si tel pays donne tel chiffre,
ça peut être comparé avec telle autre donnée par tel autre pays. Et donc, il faut que ce soit, comme on dit, harmonisé, et il faut qu'il y ait également des organismes externes, indépendants, qui vérifient comment ceci se fait. Et évidemment, ce sera un instrument qui ne sera pas forcément contraignant, celui-là, mais qui, quand même, a un rôle extrêmement important dans la mesure où ceux qui ne respecteront pas, ce sera mis sur la place publique, et évidemment, ce sera quand même un élément de fierté du pays de vouloir respecter les engagements qu'ils ont pris. Donc ce sera un élément quand même de pression publique à travers, bien évidemment, aussi le travail des ONG, le travail de la presse, le travail de la société civile, qui fera en sorte qu'on aura plus d'espoir quand même que les engagements pris seront respectés qu'auparavant. Par rapport à cette question que vous venez de poser à M. l'ambassadeur, au niveau des Nations Unies, ils ont mis en place un système qu'on appelle le MRV, c'est-à-dire un système de monitoring, de reporting et de vérification. Donc, tous les engagements des pays seront suivis. Il y a plusieurs systèmes par satellite, ou bien par le travail de terrain. Pour ce qui nous concerne, nous, le RDC par exemple, pour le cas de la forêt, on peut suivre l'évolution de la forêt ou bien de la dégradation de la forêt à partir des images satellitaires. Et au niveau du terrain, il y a des inventaires forestiers nationaux. Donc c'est ça qu'on appelle les aspects de monitoring. Des experts sont formés. Au niveau de chaque pays, on demande à chaque pays de désigner 2 ou 3 experts qui feront partie d'un groupe spécial qui sera mis en place, qui aura à examiner l'amélioration ou bien le suivi de tous les engagements pris par le pays. Et ces experts feront le rapport, c'est ça qu'on appelle le reporting. Maintenant, pour essayer un peu de vérifier tout ça qui a été récolté au niveau du monitoring et du reporting, on va recourir à des auditeurs indépendants pour venir confirmer le travail qui a été fait par les experts, si ce travail est fait, si les informations qui ont été récoltées sur le terrain correspondent réellement soit à la diminution, soit à l'augmentation de gaz à effet de serre. Donc cette équipe, c'est ce qu'on appelle l'équipe de vérificateurs indépendants. Okay, nous allons revenir à vous, monsieur l'ambassadeur. Ils sont nombreux, les représentants de 198 pays qui vont arriver en France sur le site de Paris-Bourget. Ça va se passer comment? Ils vont être logés là-bas, c'est là ils vont rester, ou ils viendront seulement participer à la conférence? Chacun se débrouille le soir. Alors c'est une véritable cité qui a été construite à côté de la ville du Bourget, dans le nord de Paris, et c'est une cité qui a toutes les facilités, mais effectivement pas d'hôtel. C'est-à-dire que les délégations seront logées dans les environs, jusqu'au centre plus près du centre de Paris. Il y aura sur place, naturellement, les salles de conférence, les salles pour la presse, des lieux de restauration, de manière à ce que les gens puissent vivre complètement dans cet espace. Il devait y avoir également beaucoup d'organisations d'ONG qui doivent venir, qui viendront toujours, et qui devaient organiser leur propre, leur propre COP21 en parallèle, simultanément, avec le travail des délégations officielles. Des réunions doivent se tenir déjà dans les tout prochains jours à l'UNESCO et ailleurs, et des manifestations nombreuses devaient être organisées. Un certain nombre, compte tenu des événements de la semaine dernière, un certain nombre de ces manifestations sont en train d'être déprogrammées, mais le principe, le fond des négociations et des discussions entre les ONG ne sera pas changé. Ce qui va peut-être en partie être modifié, c'est tout ce qui est l'aspect festif. On comprend d'ailleurs aussi pour quelles raisons on peut revenir sur l'aspect festif de certaines manifestations dans les conditions actuelles. Mais le travail de cette délégation aussi bien officielle que non gouvernementale ne sera pas altéré pour autant, car je crois que c'est l'intérêt de tous d'obtenir ces discussions. Je voudrais d'avoir des discussions qui aboutissent à un accord. Et je voudrais dire que ce que vient de dire Monsieur le Secrétaire Général est une bonne illustration de l'intérêt et de l'utilité de cette réunion, de cette COP21. C'est que ça a forcé chaque pays à faire une sorte d'examen de conscience et à faire un peu l'inventaire des problèmes qu'il a chez lui et des moyens de les résoudre, et peut-être de stimuler certains, effectivement, faire davantage que ce qu'ils avaient prévu. Cette mobilisation qu'on observe en République démocratique du Congo, on l'observe également, évidemment, en France. Le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, d'autres ministres ont naturellement
payé de leur personne, j'allais dire, en déplacements internationaux ces derniers mois et ces dernières semaines, pour convaincre chaque chef d'État, chaque chef de gouvernement ou ministre de participer à cette réunion. Et effectivement, les officiels français n'ont pas été les seuls à le faire. Des entreprises françaises se sont mobilisées, se sont rassemblées dans une initiative assez originale qui vise à transformer la culture des entreprises. Mais il y a aussi des gens qui se plaignent parce que l'obtention des visas, ça pose problème. Et aussi, il y a cette question importante qui fait que la plupart des documents qui ont circulé dans la participation de cette grande manifestation, c'est en anglais, alors que la francophonie, la France, tout devait au moins se passer en français, monsieur l'ambassadeur. Écoutez, c'est une organisation, c'est l'organisation des Nations Unies qui est le cadre légal et réglementaire de cette conférence, comme les précédentes. À ma connaissance, le français est à la fois une langue officielle et une langue de travail des Nations Unies, au même titre que l'anglais, ni plus ni moins. Et je crois que se déroulant à Paris, les documents doivent être en français, se déroulant en France en tout cas, les documents doivent être en français au moins autant qu'en anglais. Mais pas seulement dans ces deux langues-là. Alors peut-être que les services de traduction ont eu beaucoup de travail pour arriver à sortir les documents dans d'autres langues dans les temps requis. Mais les discussions se tiendront en français. Il y aura des traductions simultanées. Voilà. Et les questions des fonds. Pardon, un mot sur les visas. Oui, les visas, oui. Encore une fois, il y a plusieurs milliers de journalistes qui sont invités. Je précise que les accréditations de ces journalistes sont délivrées par les Nations Unies, puisqu'il s'agit d'une conférence et que organisée par les Nations Unies, que le gouvernement français n'a pas de pouvoir d'accréditation des journalistes. Autrement dit, tous ceux qui sont accrédités auront leur visa sans problème. La COP 21, bien sûr, nous avons dit c'est dans quelques jours, et vous pensez que vraiment, réellement, monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, cette participation massive, 198 représentants de pays, et ça va faire vraiment l'occasion pour que, après la COP21, que les années qui suivent, que les gens vraiment se mettent à comprendre que nous devons nous battre tous pour diminuer ou limiter l'émission de gaz à effet de serre sur la Terre. Écoutez, je suis assez confiant et assez optimiste, et quand je vois ce qui se passe à RDC, c'est quand même un signe. Je vois l'engagement du gouvernement congolais, l'engagement du ministre, de ses collaborateurs, leur excellente connaissance des dossiers. Et puis nous avons organisé par exemple des journées de la diplomatie climatique. Le gouvernement lui-même a organisé des campagnes et on voit les gens qui viennent, on voit les questions qui se posent et on voit de plus en plus de gens qui sont conscients des enjeux. Alors ici, le grand problème, c'est la déforestation. 90% des émissions de gaz à effet de serre en République démocratique du Congo viennent de la déforestation. L'industrie n'y contribue que pour 0,1%, donc c'est absolument dérisoire. Et alors, on comprend bien que les gens, ils ont besoin de se chauffer, ils ont besoin d'avoir également du chauffage dans certaines circonstances, et donc il y a une nécessité. Mais il y a de plus en plus quand même la conscience qui se répand que les conséquences à moyen et long terme sont absolument dramatiques. Si on pouvait appuyer aussi la RDC, par exemple, pour mettre en place les projets INGA et d'autres projets pour qu'on évite, effectivement. Alors là, je vais vous dire. Les bois énergie. Une chose, c'est qu'on a énormément de projets qui visent justement, soit à développer le bois énergie dans des conditions qui sont respectueuses de l'environnement. Nous avons dans la grande banlieue de Kinshasa, quand je dis la grande banlieue, c'est souvent à 200 ou 300 km de Kinshasa, et sur le plateau Bateke, qui sont des plateaux sablonneux, sur lesquels il n'y a pas d'arbres pour l'instant, qui sont pratiquement inexploités. On plante des acacias pour des durées de vie d'à peu près, de cycle de vie d'environ 10 à 12 ans, et qui fournissent, en plus, à côté de production vivrière d'arbres fruitiers, du bois de chauffe dans d'excellentes conditions et en ne procurant aucun problème pour l'environnement. Donc ça, c'est une chose. Nous avons également des projets qui s'appellent Makala, qui visent à développer des énergies de substitution. Il y a évidemment INGA, la RDC représente 52% des eaux du continent africain, 53% de ressources hydroélectriques, et là, je dirais qu'il y a une opportunité qui est remarquable, qui est l'Agence nationale des services d'électrification rurale,
qui a été validé. Maintenant, nous n'attendons plus que les décrets de mise en œuvre et qui permettra de créer un fonds permettant de financer des projets qu'on appelle hors réseau. Et là, vous avez des exemples tout à fait remarquables. On a créé une petite centrale hydroélectrique autour du parc des Virunga, à Mutuanga, 0,45 MW. Ça paraît très faible par rapport à hier. Avec ça, on alimente 20 000 personnes. On a pu créer 10 ateliers de fabrication d'huile de palme et une savonnerie qui emploie 350 personnes. À terme, autour du parc des Virunga, on va créer 8 centrales hydroélectriques, 97 MW. 97 MW, ça paraît théorique, mais ça veut dire 25 fois plus que ce que la ville de Goma a aujourd'hui. Oh, c'est très important. Nous allons terminer avec vous, monsieur l'ambassadeur, juste une phrase. Vous avez aidé la RDC plutôt dans le projet Paro et que jusqu'à terme, ça s'est arrêté effectivement. En quelques mois seulement, ce sont des immondices qui menacent toute la ville de Kinshasa. Quand vous passez, vous constatez ça, quel sentiment vous avez? Écoutez, je suis quand même optimiste car je viens de parler avec les autorités de la ville, avec les autorités du gouvernement. Nous avions toujours dit que le projet se terminait donc l'année dernière, en 2014. Nous avons accepté à la demande du Premier ministre une rallonge de 10 millions d'euros pour permettre la transition. Et donc, il y a des fonds qui doivent être mis à disposition par les autorités pour permettre la soudure. Nous sommes prêts alors sur un plan technique et nous le faisons d'ailleurs en liaison avec nos amis français puisque l'AFD a un grand projet sur la ville de Kinshasa qui comporte un volet assainissement, mais nous sommes prêts à aider à réfléchir pour la mise en place donc d'unités qui permettent de traiter les déchets. Alors ça suppose évidemment un tri sélectif, ça suppose des investissements et qui permettent également de rapporter de l'argent. Donc j'ai confiance quand même que malgré les difficultés actuelles, les choses vont se orienter dans le bon sens. Merci. Monsieur le secrétaire général, là nous sommes en train de terminer aussi avec vous. On a parlé du temps des projets et puis vous allez conclure par rapport à cette participation de la RDC à la COP21. Oui, je voudrais parler qu'il y a un des mécanismes qui a été mis en place au niveau des Nations Unies, qu'on appelle le mécanisme de développement propre. Ce mécanisme de développement propre permet à un pays du Nord de financer des actions dans un pays en développement et de permettre au pays en développement de gagner des crédits de carbone. Dans ce cadre, justement, nous sommes en train de miser sur le barrage d'Inga. Surtout si nous avons le barrage, la troisième phase du barrage d'Inga mise en place, terminée et ficelée. Et dans ce cadre, lorsqu'on aura à vendre de l'électricité dans le pays frontalier, en vendant l'électricité dans le pays frontalier, nous empêchons la déforestation dans ce pays. Et là, au travers du marché carbone, nous pouvons présenter des projets, nous pouvons présenter tout un dossier qui nous permettra de gagner des crédits carbone du fait que le barrage d'Inga permette d'éviter la déforestation dans des pays voisins. Aussi, si tout notre pays est suffisamment électrifié, il y aura une pression moindre sur la forêt. Là aussi, il y aura diminution des émissions de gaz à effet de serre. Là aussi, au travers des questions méthodologiques, nous pouvons aussi présenter une facture à la communauté internationale. La communauté internationale, c'est-à-dire le bureau climat qui est basé à Genève. Là, ça sera un rapport aussi vérifié par des auditeurs indépendants pour prétendre au crédit carbone. Voilà le rôle que peut jouer le barrage d'Inga dans le climat au niveau mondial. Vous allez recevoir plusieurs personnes en France. En ce moment, vous pouvez encore rassurer à tous vos autres que tout est vraiment, toutes les dispositions sont prises, qu'il n'y a pas de problème. Vous les attendez au RASOPR à Paris. Écoutez, je ne suis pas une compagnie d'assurance, je peux vous donner de garantie, mais je peux simplement vous répéter ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire que effectivement, toutes les mesures nécessaires et possibles sont prises et seront prises pour assurer la sécurité des participants. Si vous permettez, je voudrais juste revenir sur un point. On peut espérer
que la réunion de la conférence de Paris aura effectivement pour effet d'accélérer la mise en œuvre d'un certain nombre de projets à énergie propre ou à zéro carbone, comme on dit, pour justement contribuer à cette protection de l'environnement. Mais il y aura la lutte contre le réchauffement climatique ne s'arrêtera pas le 15 décembre. Je veux dire, la lutte multinationale ne s'arrêtera pas le 15 décembre en sortant du Bourget et en sortant vivant, je vous redis, si vous êtes vraiment inquiet, du Bourget. Mais il y aura la conférence suivante est programmée au Maroc. Nous allons, dès le mois de décembre, dès la fin décembre, commencer à préparer avec nos amis marocains cette conférence. Et chacune de ces conférences suivantes sera l'occasion de maintenir la pression, de voir ce qui a été fait, de tirer des bilans et puis d'ajuster le tir dans ce double processus d'atténuation et adaptation. Donc le suivi de la conférence sera aussi un phénomène très important. Ah, le suivi, ça c'est très important. Le suivi, la suite au sens, oui, il y aura un suivi organisé, conscient, qui devrait permettre précisément d'exercer les contrôles dont parlait tout à l'heure mon collègue européen. Et la dissémination des résultats des accords. Absolument. Et pour ce qui concerne la RDC, nous entendons bien mener une action de communication en parallèle et en étroite synergie ou symbiose avec le ministère de l'Environnement pour justement que les Congolais connaissent, soient informés des résultats de la conférence de Paris, aussi bien de ce qui est attendu d'eux ou de ce qui a été exprimé comme attente à l'égard du Congo, que de ce qu'ils peuvent et sont en droit d'attendre eux-mêmes de cette conférence. Il faut que chacun ait le bilan sous les yeux. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur Alain Remy, la France, pour votre première participation dans cette émission. Merci à Monsieur Vincent Cachou, le secrétaire général du ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Développement durable. Merci à Monsieur l'ambassadeur Jean-Michel Dumont, qui fait sa 3e ou 4e participation. Merci, et mesdames, messieurs, nous vous remercions d'avoir partagé avec nous ces moments. Nous fixons rendez-vous pour un autre numéro de l'émission Horizon Ressources Naturelles. Bonsoir.